Aujourd'hui, il veut donner plus de puissance à sa grosse cylindrée et lui faire consommer moins de carburant. Désormais, cette voiture pourra atteindre 300 km/h. Donc on a gagné 80 chevaux grâce à la reprogrammation. Il y a 15, 20, des fois 30 paramètres que l'on va retravailler. Tout ce qu'on voit en blanc, c'est le réglage d'origine. Tout ce qui est en vert, c'est les nouvelles consignes qui sont donc supérieures. Résultat. Salut les visionneurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne ADR Performance, une nouvelle chaîne qui va traiter de nouveaux sujets. Je vais donc vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur et qui me passionne depuis presque 10 ans, la reprogrammation. Alors je sais que tout le monde a un petit peu son mot à dire, qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ce sujet. On va pouvoir un petit peu décortiquer ensemble quelques aspects de la reprogrammation. C'est un sujet qui est toujours d'actualité, ça fait longtemps que ça dure, mais c'est un petit peu relancé ces derniers temps avec les conversions à l'éthanol. Pour rappel à ceux qui ne connaissent pas encore trop la reprogrammation c'est la modification des paramètres de gestion du fonctionnement du moteur. C'est-à-dire qu'on modifie les informations, par exemple pour changer de carburant, si on veut mettre de l'éthanol, voilà, on peut gagner aussi du couple et de la puissance et on peut faire même les deux en même temps. Et ensuite déclarer l'augmentation de la puissance à la préfecture pour que sa fiscalité évolue. Et ça, ils le font, vos clients? Posez-leur la question. Hors caméra, le jeune conducteur nous avouera qu'il ne sait pas encore s'il va se mettre en règle. Dans cette vidéo, on va traiter principalement de l'aspect, tout ce qui est réglementation, tout ce qui est loi, tout ce qui est assurance. Et dans une autre vidéo, si cette vidéo vous intéresse, notez-le en commentaire. On parlera plus des effets, du fonctionnement de la reprogrammation, de l'impact sur le véhicule. Avant toute chose, pour être honnête avec vous et transparent, je suis en train actuellement d'ouvrir une entreprise qui va reprogrammer les véhicules. Donc je suis pour la reprogrammation. Voilà, je vais vous le dire pour ne pas vous cacher en toute transparence avant de commencer. Comme ça, vous connaissez déjà mon idée sur le sujet. Alors quand j'explique aux gens que mon futur métier va être la reprogrammation des voitures, on a souvent deux types de réactions différentes. La première réaction, ça va être plutôt « Ah oui, c'est cool, je connais, limite, est-ce que tu pourrais faire ma voiture » ou « J'ai déjà fait ma voiture, je connais bien ». Et surtout la deuxième réaction spontanée « Mais c'est pas légal ça, comment on fait pour les assurances et tout ça ?» Donc on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Les entreprises de reprogrammation pilule ont pignon sur rue, ce qui laisse à penser qu'a priori, il n'y a pas de problème par rapport à la législation. En effet, le fait de reprogrammer une voiture, le fait d'une entreprise reprogrammer une voiture, c'est tout à fait légal, au même titre qu'une entreprise vend des pots d'échappement de compétition pour une mobilette. Là, on est plus dans la question de l'usage sur la voie publique que le fait de l'acte ou de la vente en lui-même. D'où vient cette crainte, cette peur, tout de suite ce réflexe de dire « mais l'assurance, qu'est-ce qui se passe avec l'assurance ?» Pourquoi on a ce réflexe-là? C'est fondé sur quoi? Pourquoi on se dit « attends, ça doit forcément poser un problème, pourquoi ça plus qu'autre chose ?» Moi, je pense que c'est basé sur la phrase que l'on coche lorsque l'on signe un certificat de cession de véhicule. Donc j'ai pris cette phrase qui dit « Je certifie, on est censé cocher que ce véhicule n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications de certificat de conformité ou de l'actuel certificat d'immatriculation. » Je vous donne par exemple un exemple. Vous avez une voiture qui est déclarée 2 places, vous avez remis une voiture en 5 places, peut-être qu'elle était conçue en 5, mais sur la carte grise, il y a 2 places par exemple. Changement de niveau de pollution. Par exemple, là dans la reprogrammation, on va passer une voiture à éthanol, elle va peut-être même sûrement polluer moins qu'une voiture qui fonctionne au sans-plomb d'origine. Automatiquement, si on envoie plus de gasoil dans le moteur, par exemple, on va avoir une pollution qui sera amplifiée. C'est logique. Donc ça change les paramètres du certificat d'immatriculation. Quand une personne veut avoir une voiture en règle, il coche toujours cette case, même si vous avez changé les jantes, même si vous savez changer les pneus, vous avez changé des amortisseurs, vous avez mis des sièges baquets, vous avez changé calandre, jantes, volant, tous les accessoires y passent, sans oublier la couleur. Quoi qui touche, qui fixe à la voiture, en théorie, vous ne pouvez pas cocher cette case. Christophe a 32 ans, il est kinésithérapeute, il vient du nord de la France et sa voiture c'est une vraie discothèque ambulante. Lecteur laser, 6 haut-parleurs à l'avant et 2 énormes à l'arrière. Bref, son truc c'est la musique et ça s'entend. Parce que vous avez transformé le véhicule tel qu'il a été homologué de base. Reprogrammation ou non reprogrammation. Je vous explique bien dans les cadres généraux de cette ligne qui, je pense, est la ligne qui inquiète les personnes. J'ai déclaré que ma voiture, elle avait subi aucune transformation, donc l'assurance se base aussi là-dessus, ce qui est logiquement vrai. Ce magnifique V8, 4,5 litres, de 340 chevaux d'origine. Donc dessus, l'échappement a été légèrement modifié pour la sonorité, les catalyseurs ont été retirés pour le plaisir de conduite.
Moi, je vais vous donner mon opinion, mon avis sur le sujet. C'est pas la règle d'or, ça veut pas dire que c'est vrai. J'ai fait des recherches sur internet, vous allez avoir des extraits de vidéos qui vont passer. C'est pas forcément la parole de Dieu. Moi, je vous donne mon avis dans tout ça. Pour en revenir à l'assurance, selon moi, dans mes idées, dans ma logique, lorsqu'un expert intervient par rapport à un dégât ou un constat fait sur une assurance, pour moi, il y a deux problématiques. La première problématique, selon moi, c'est de déterminer le montant des dégâts. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, un expert de l'assurance doit déterminer le montant des dégâts, c'est-à-dire matériel, corporel et tout ça. Le deuxième objectif, selon moi, c'est toujours mes idées, c'est de déterminer quelle est la personne responsable de l'accident. Soit c'est une personne, soit c'est l'autre personne, soit c'est 50-50. Vous devez sûrement le savoir, il faut faire un constat avec chaque voiture. Et basta. C'est-à-dire que pour moi, l'expert, ça s'arrête là. Il doit déterminer le montant des préjudices et la personne qui est responsable du préjudice. Pour moi, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Qu'est-ce qu'un expert d'assurance cherche? Je crois qu'il va chercher s'il y a moyen de faire annuler la prise en charge par l'assurance. Connais-tu quelqu'un à qui c'est arrivé de payer plus que la franchise contre son gré? Je parle bien lorsque le code de la route a été respecté, bien sûr. Si c'est le cas, note-moi-le en commentaire et explique-moi ce qui lui est arrivé. Je souhaite faire un rappel de certaines lois. Le véhicule doit être conforme même en dehors du passage du contrôle technique. Ça veut dire que vous passez votre contrôle technique, un mois après, votre voiture doit toujours être dans les règles. C'est-à-dire que vous avez une voiture Blue Motion par exemple, elle est sortie de concession, elle a été homologuée avec des pneus faible émission. Est-ce que vous respectez cette norme? Est-ce que vous avez ces pneus? Est-ce que vos pneus sur les jantes hiver n'ont pas plus de 5 ans? Parce que le contrôle technique ne refuse pas les pneus qui sont âgés, ça c'est un fait, mais le constructeur, le fabricant lui-même, vous pourrez regarder sur internet, garantit l'efficacité du pneu pendant 5 ans. Le constructeur dit au-dessus de 5 ans, je ne suis pas sûr que le pneu est efficace. J'ai acheté une voiture avec des jantes hiver et des pneus hiver. Vous savez que la loi oblige, encore aujourd'hui, à mettre un macaron derrière votre voiture lorsque vous avez des pneus neige. Pas seulement des pneus cloutés, des pneus neige. Ça veut dire que si vous avez un accident, que vous n'avez pas un autocollant par exemple derrière votre voiture, que vous avez des pneus neige, vous n'êtes pas conforme au code de la route. Sachez-le. Vous avez acheté des disques, des plaquettes, des amortisseurs, peut-être même que vous avez fait vos réparations au noir, qui sait. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes en moyen de prouver en cas d'accident que vos pièces sont homologuées? Parce que moi par exemple j'ai une Golf, je trouve que les plaquettes s'usent nettement plus vite et la poussière est beaucoup plus importante sur mes roues qu'avec les plaquettes et les disques de marque Volkswagen, ce qui prouve qu'il y a une vraie différence. Est-ce que moi je suis en mesure de dire c'est pareil, c'est aussi efficace? Je ne pense pas. L'êtes-vous aussi? Je ne pense pas non plus. Qui, aux yeux de la loi, juge apte à ne pas mettre en danger les autres ou à créer une augmentation de dégâts lors d'un accident? Si par exemple vous avez une remorque qui a été fabriquée vous-même, peut-être que l'inclinaison peut jouer dans l'accident, peut-être que l'accident est aggravé à cause de la remorque. Moi, je ne suis pas capable de le dire et je ne représente pas la justice ni un expert et je pense que le particulier lambda n'en est pas capable non plus. Êtes-vous sûr que votre camping-car pèse moins de 3,5 tonnes? Lorsque j'ai vécu en camping-car, je suis allé peser mon camping-car. Vide d'eau, il n'était même pas au quart du gasoil, il y avait 2 vélos sur 4, il y avait le minimum des affaires, on était déjà à 3,650 tonnes. Qu'en fait, il existe un nombre énorme de choses possibles qui expliquerait que vous ne respectez pas le code de la route ou que votre véhicule n'est pas 100% dans les règles. Vous pouvez monter des filtres KN, 10 type sport. Vous gagnerez peut-être 2 ou 3 chevaux, c'est clairement pas l'utilité pour moi. Par contre, l'utilité, c'est de ne jamais en racheter. Si je suis la logique de l'assurance, ah bah s'ils peuvent se dédouaner, c'est souvent ce qu'on me dit, eh ben ils vont le faire. Écoutez, je pense qu'avant d'arriver au problème de la reprogrammation, il y a peut-être beaucoup de véhicules qu'on pourrait mettre en cause dans un cas d'accident et je pense que si on cherchait la petite bête, j'ai cherché une petite bête volontaire, l'autocollant des pneus neige derrière la voiture, c'est une obligation, vous n'avez pas respecté le code de la route. Si un expert vous dit dans ses fonctions, ça a joué dans l'accident, c'est à cause de ça qu'il y a l'accident, on ne vous prend pas en charge, qu'est-ce que vous allez répondre si un expert vous dit ça? Vous ne pourrez rien dire. Comment voulez-vous contraindre ce genre de choses? Si un expert vous dit votre camping-car fait plus de 3,5 tonnes, vous avez mis des jantes alu, pouvez-vous me prouver que ces jantes alu sont homologuées? Avez-vous la facture? Avez-vous le certificat? Non, je pense qu'ils ont aggravé l'accident, qu'ils ont joué dans la tenue de route, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous ne pouvez rien dire. C'est mon avis. Qui de vous ou de l'expert peut juger que la reprogrammation, sachant que c'est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, a eu un impact sur le montant des dégâts qui pourrait lui permettre de demander de ne pas payer? Imaginons que vous avez un accident supérieur à 250 km/h. Désormais, cette voiture pourra atteindre 300 km/h. Votre voiture est bridée à 250 km/h, vous avez dépassé 250 km/h. C'est un fait, votre voiture n'était pas prévue, elle n'est pas homologuée, vous l'avez débridée. Là, je pense que vous avez tout en tort et c'est normal.
Maintenant, votre voiture reprogrammée, qui peut rouler à 130 km/h d'origine, qui peut totalement rouler à 130 km/h reprogrammé, expliquez-moi quelle différence il peut y avoir entre deux véhicules qui sont sur la même ligne droite, un reprogrammé, l'autre non reprogrammé, sur une vitesse de 80 km/h. Moi, j'ai du mal à sentir la différence. J'ai appelé moi-même une assurance avec laquelle j'ai travaillé à titre professionnel pendant plusieurs années. J'ai confiance en elle et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que vous avez entendu une histoire par rapport à la reprogrammation ou l'expertise ou quoi? Elle m'a dit, sur une voiture, je n'ai jamais entendu la moindre histoire là-dessus. J'ai entendu une histoire sur un 50 cm3, il était trafiqué, l'assurance n'a pas pris en charge. Chaque voiture a une programmation bien spécifique dans son calculateur. Il ne faut pas penser forcément que chaque moteur, chaque puissance est programmée de la même façon. C'est-à-dire par exemple, le réglage pour une Golf 130 chevaux ne sera pas le même qu'une Passat 130 chevaux, même si c'est un 1.9 TDI 130 chevaux par exemple. Parce qu'on veut tirer 130 chevaux dans les deux cas, le poids n'est pas le même, la vocation, l'utilisation de la voiture n'est pas la même. On va peut-être plus souvent tracter avec une Passat parce qu'on peut se permettre d'avoir un plus grand poids que par exemple avec une Polo. Donc la cartographie n'est pas toujours la même en fonction d'un moteur. Peut-être que le moteur est le même, mais la programmation change. Pour qu'un expert puisse déjà en théorie se rendre compte que la voiture est modifiée, il faudrait déjà qu'il ait accès à tous ses paramètres d'origine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans un garage, même un garage, une concession par exemple BMW, ne connaît pas les informations pour programmer un calculateur. C'est-à-dire qu'en théorie, il n'y a que les personnes qui ont créé ce document, qui règlent ce document, les ingénieurs au siège de la marque, alors peut-être qu'ils sont 10, 50 ou 100 personnes, mais en théorie, il n'y a que ces personnes, légalement, qui ont le droit de connaître ces informations. Voilà, c'est sûrement pour la concurrence, sûrement pour d'autres choses. Je donne un exemple, par exemple, sur les BMW récentes. Lorsque vous venez au garage BMW, vous branchez le calculateur, vous pouvez voir, nous pouvons voir sur un calculateur qu'il a été flashé. Ça veut dire que lorsque on prend les informations d'une voiture et qu'on veut en remettre dedans, il faut flasher. Donc, en théorie, les seuls à pouvoir flasher une voiture, c'est BMW Munich, le siège. C'est-à-dire que c'est eux qui ont accès à ces informations par Internet, c'est centralisé et c'est volontaire. C'est-à-dire que si une personne a flashé cette voiture ou ce calculateur, que ce n'est pas le siège de BMW, ça veut dire c'est pas nous, c'est pas BMW, donc la garantie elle saute. Et c'est légitime. Et c'est comme ça qu'ils font sauter les garanties. C'est-à-dire que tout passe par le siège. Et encore, c'est pas valable pour toutes les marques et c'est pas valable pour toutes les voitures. D'après mon avis, d'après mes recherches, d'après mes informations, il n'est impossible, mais il est impossible selon moi, et je demande à ce qu'on me prouve le contraire, de dater un flash ou une reprogrammation. C'est-à-dire que le calculateur n'a pas comme un ordinateur une pile ou une notion de temps et n'en a pas la nécessité non plus, puisqu'il suffit de voir que c'est flashé pour que le constructeur refuse la garantie. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, selon moi, dater une reprogrammation. Ça veut dire vous achetez une voiture, elle a 4 ans, elle est garantie 5 ans. Vous pensez que la voiture est encore garantie, si elle a été flashée, elle n'est plus garantie. Et vous ne pouvez pas le savoir. Il y a des personnes qui pensent acheter des voitures qui sont encore en garantie, elles ont été reprogrammées, même si elles sont remises d'origine, elles ont été flashées, ça ne fonctionne plus à la garantie. Il faut le savoir. Alors je reviens un petit peu sur une autre note qui n'est pas forcément en lien direct avec ça. Alors, je me suis noté, je rappelle que l'alcool annule l'assurance, avec ou sans reprogrammation. On peut se demander aussi si quelqu'un connaît personnellement une personne qui n'a pas été dédommagée, par exemple pour sa propre voiture, à cause d'un facteur unique de vitesse excessive. J'aimerais bien savoir si vous connaissez un témoignage, si vous avez des faits, à la limite, si vous pouvez m'envoyer un email. Si quelqu'un s'est déjà vu, donc après avoir un accident, ne pas se faire rembourser parce qu'il roulait trop vite. C'est peut-être possible, mais j'aimerais bien le savoir. J'ai entendu une histoire, je vais vous mettre un extrait. C'est une personne qui a une voiture d'apparence modifiée, c'est-à-dire avec un covering et tout ça, qui s'est fait prendre, je suppose, par un gros excès de vitesse par la police. On voit bien que la voiture a été tunée et vous allez voir de par vous-même qu'il semblerait, jusqu'à preuve du contraire, que la voiture n'ait pas été inspectée au niveau calculateur pour savoir si elle était aussi tunée de manière électronique et puissance, etc. Je vous laisse l'extrait. Est-ce que tu penses que si elle n'avait pas été full stock le jour de ton arrestation, ça aurait joué? Ou ils ont pas, ou c'était pas le principal. Non, ils ont pas cherché à savoir si elle était prise par une. D'accord. Je tiens à rappeler que nous sommes ici pour le gain de puissance et de couple, mais en aucun cas pour inciter à faire une entrave au code de la route et à la délinquance routière. Je tiens quand même à la rappeler parce que des fois dans l'esprit commun des gens, on associe reprogrammation à délinquance routière. C'est pas forcément lié. Pour preuve, j'envoie à mes chers amis abonnés à ma chaîne qui sont venus pour le camping-car. Les camping-caristes comprendront par là l'intérêt du couple et de la puissance sans forcément être un délinquant de la route, je pense.
Je vous mets un extrait d'un camping-cariste qui est par exemple content de la reprogrammation. Êtes-vous satisfait et fait-on vraiment des économies sur la consommation? Oui, sur la consommation, on est vraiment satisfait. Déjà sur notre ancien Rapido, on avait fait presque 2 litres au 100 d'économie de carburant. Je voudrais aussi rappeler à tout le monde qu'il est surtout bien important d'assurer vos véhicules. Ne partez surtout pas du principe que parce qu'il est reprogrammé, l'assurance ne marchera pas. Je tiens à rappeler aussi qu'il existe un fonds de roulement pour les personnes inquiètes. Si par exemple vous avez reprogrammé votre voiture et que vous avez peur d'avoir des représailles, je sais pas, que le préjudice est de 200 000 € et que vous ne les avez pas. Voilà, je tiens à rappeler qu'il existe un fonds de roulement. Je vais vous mettre un extrait maintenant. En 1958, on a créé le fonds de garantie des assurances obligatoires qui va se substituer à la personne non assurée pour indemniser les victimes. Donc ça, c'est très bien couvert. Et bon, on va se mettre un cas de figure, on va récapituler. Votre voiture, elle est récente, elle n'a pas de problème, il n'y a pas de tuning, rien n'a été changé, vous êtes clean. Et en face, de l'autre côté, donc il y a un accident. De l'autre côté, il y a un jeune, on va prendre un jeune, le stéréotype, qui arrive avec sa voiture, pareil, qui est entretenue, qui est quand même entretenue, elle est assurée. Et il vous rentre dedans, à l'arrière, admettons, par juste une inattention, il vous rentre dedans. Mais cette voiture est reprogrammée. Vous ne le savez pas, mais moi je vous le dis dans ce cas de figure pour que vous puissiez vous projeter. La personne lui a rentré derrière, la personne est devant, il a vu, il n'a pas freiné. Jusque-là, tout le monde est d'accord dans l'accident. Et la personne derrière s'excuse, elle est rentrée dedans. Que fait l'expert? Il va regarder la voiture, vous êtes au courant, vous avez déjà vu comment ça se passe, vous avez déjà assisté? Moi oui, je me suis déjà fait expertiser la voiture, l'expert est venu, il a regardé la voiture de fond en comble, il a été capable de me dire qu'elle était repeinte, qu'elle a eu des accidents là. Vraiment quelqu'un de très professionnel. En aucun cas, il a regardé si la voiture était reprogrammée ou même il n'a même pas branché le calculateur pour savoir si la voiture avait des défauts ou s'il y avait un lien là-dedans. Le responsable était déterminé, la voiture, il y a des réparations à faire, il évalue le montant des préjudices, c'est comme ça que ça s'est passé. Dans mon cas de figure, on va estimer par exemple les salaires d'un expert. Vous allez voir où je veux en venir. Un expert, il gagne combien? 3 000, 4 000, 5 000 €? On va partir sur 5 000 €. On va dire pour son patron, on va rajouter les charges et tout. On va pas chipoter? Un expert coûte à l'entreprise, on va dire 10 000 € par mois pour 35 heures et 4 semaines de travail. C'est ce que ça coûte pour un salarié. Vous croyez qu'il faut combien de temps pour analyser un calculateur que nous on reprogramme en 1h30, 2 heures? Allez, on va dire il ne connaît pas trop le sujet. Il y a les papiers, il y a le dossier. On va dire il va passer 2 jours et demi, donc 2 fois 7 heures, plus encore une demi-journée entière sur la voiture pour le voir. Pensez, allez, on va dire qu'il lui faudrait peut-être beaucoup plus de temps que quelqu'un d'autre pour le voir. Vous ne pensez pas que pour rembourser une Polo, qui aujourd'hui vaut facilement 10 000 €, je ne parle même pas de celle qui a été ouvrée dans la boîte DG, une Polo ça vaut facilement 10 000 €. Les dégâts de la première voiture, puisque la première voiture qui est rentrée dedans, il faut aussi la dédommager puisqu'elle était assurée de tout risque. Ne croyez-vous pas que la Polo qui vaut à l'aise 10 000 € plus les dégâts de la première voiture, d'aller chercher pendant 2 jours et demi, je dis bien 2 jours et demi, je ne prends même pas 1 heure ou 2, pendant 2 jours et demi, voir si la voiture n'est pas reprogrammée, vous ne croyez pas que rien que là déjà, l'enjeu, il n'en vaudrait pas la chandelle? Parce que là, on m'a sous-entendu, oui, mais quand c'est du corporel, quand c'est grave, quand il y en a pour 100, 200 000 €, non mais là, 15 000 €. 15 000 €, le mec, il y passe 3 jours. Il arrive à déterminer que votre voiture est reprogrammée, il vous annule. Vous ne croyez pas qu'il est gagnant? Pourquoi il faudrait attendre qu'il y en ait pour 200 ou 300 000 € pour que l'expert prenne juste la peine de regarder ce genre d'informations? Il y a quelque chose qui est absurde là-dedans. Moi, je pense plutôt, imaginons que ce soit possible. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? L'expert, il a vu, vous avez reprogrammé la voiture. Et après, il se passe quoi si le moindre truc hors des clous de la loi peut être trouvé pour annuler une indemnisation? Donc on est dans la 205 1,9 litre TD de 306, 92 chevaux d'origine et beaucoup de couples. Ça souffle! Je vous dis quand je dis un moindre truc, c'est on parle de la reprogrammation parce que là, on n'est pas en train de parler d'une largeur de pneus différente qui aurait pu impacter sur le freinage ou les suspensions ou tout simplement de quelque chose qui aurait allégé la voiture à l'arrière ou à l'avant. Non, on parle bien d'un moindre truc, une reprogrammation qui, selon moi, ne touche pas un accident. Jusqu'à preuve de contraire, les accidents où le conducteur a l'accélérateur à fond au moment de l'impact ou qu'il n'y a pas eu d'anticipation de freinage ou quelque chose, la délinquance routière, elle peut arriver avec une voiture non reprogrammée. Un mec qui roule n'importe comment. Vous pensez que la reprogrammation, c'est assez important et c'est justifiable de dire que ça a été une cause de l'accident? Vous pensez-vous?
Moi, je pense pas. Si demain, ça arrivait, je pense qu'une personne qui aurait un accident tout seul, tout risque, comme ça arrive bien souvent parce qu'on s'endort, la personne se dit « ma voiture est reprogrammée, je suis sorti de la route ». Il y a nullité d'assurance à cause de ça. Je pense qu'il y aurait des gens qui auraient l'idée tout simplement de brûler leur voiture. Et comme ça, la personne se fait rembourser la voiture intégralement au tarif incendie. Bah, à choisir entre me faire prendre ma voiture et ne pas me faire rembourser l'assurance et brûler la voiture et avoir l'assurance, je pense qu'il y aurait des gens qui feraient plutôt l'option 2. L'assurance serait pas tellement gagnant. Je pense pas que ce soit dans l'intérêt réel de l'assureur et pas non plus du particulier. Si demain c'était le cas, il y aurait des personnes, comme par hasard, je pense, qui se feraient voler leur calculateur entre le moment de l'accident et l'expertise. Je suis pas en train de vous donner l'idée, en train de vous dire il faut aller faire disparaître le calculateur. Non, non. Peut-être que si on rentrait dans un climat où le moindre petit truc était susceptible d'annuler une prise en charge de l'assurance, que ce soit la reprogrammation ou autre chose, parce que je suis en train de vous sous-entendre qu'il peut y avoir tout un tas d'autres choses, c'est l'émeute générale. C'est plus les gilets jaunes, là c'est la catastrophe assurée. Parce que n'oubliez pas, vous avez acheté une voiture, qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'est pas reprogrammée? Qui c'est qui dit que c'est l'autre d'avant qui l'a fait et pas vous? Vous avez acheté une voiture d'occasion, vous ne pouvez pas savoir. Si un expert vous accuse coupable de ça, vous avez acheté une voiture d'occasion, elle est reprogrammée, vous n'étiez pas au courant. Et c'est pas datable. Moi je vous le dis, vous allez voir avec le long terme que je me lance dans une entreprise, donc je me suis bien renseigné sur le sujet. On ne peut pas détecter la date de reprogrammation. Vous allez pouvoir trouver tout un tas de choses sur internet. J'ai trouvé des forums avec des histoires qui duraient sur des mois et des mois. Il y a même des gens, je soupçonne de s'inventer une histoire. Ah bah tiens, je vais voir dans quel cas de figure, comment ça pourrait se passer, je vais voir ce que les autres me disent. Le mec, il achète la voiture. Le turbo, il tombe en panne quelques mois après. Là, chez le concessionnaire, ils se rendent compte que le turbo a été changé 3 jours avant la vente de la voiture. Logiquement, ils étaient censés le voir, que la voiture a été reprogrammée, et donc le signaler ou interdire de faire le changement du turbo. Ça n'a pas été fait. Faut mettre qui en cause? Le fabricant? Pourquoi le fabricant, il dirait bah, c'est obligatoire de passer la valise? Peut-être que dans les règles de l'art, on met à jour le calculateur, mais en aucun cas, c'est un process. Moi, j'ai déjà changé un turbo sur un véhicule, on n'a jamais passé d'ordinateur dessus, encore moins les informations du calculateur. N'oubliez pas que ces informations sont bloquées. On ne peut que changer un turbo chez BMW, par exemple. Non, changer un turbo partout. Et on n'est pas obligé de mettre une mise à jour dessus. C'est encore pas une obligation, et c'est normal. Parce qu'on ne peut pas accéder à ces informations, sinon ça les ouvrirait à tout le monde. Je pense que c'est pas cohérent de chercher ce genre de petites bêtes. Parce que d'une part, quand un accident a lieu, je pense que très souvent, la cause, elle est déterminée très rapidement par un simple gendarme. La personne, vous conduisez ici, la personne en face, elle vient au milieu de la route, vous percute. Et bah par exemple dans cet exemple-là, mettez une caméra de visio, comme ça, vous verrez, voilà, si quelqu'un vient comme ça, en face de vous, que vous ne pourrez pas prouver parce qu'il n'y aura pas de traces et tout ça, ça va être compliqué. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, vu les problèmes qu'on a de personnes qui sont non assurées, de personnes qui roulent encore beaucoup trop ivres au volant, des personnes, le parc automobile qui n'est pas forcément bien entretenu, je pense que l'État a bien d'autres choses à mettre en avant, et les experts ont bien d'autres choses à se mettre en avant qu'avant d'aller se focaliser sur une personne qui a reprogrammé sa voiture parce que peut-être qu'il n'avait pas les moyens d'acheter la voiture plus puissante, peut-être qu'il a récupéré une voiture de famille, qu'il était sûr d'être bien entretenu, qu'il avait besoin de tracter, ou peut-être qu'il avait un camping-car et que malheureusement, le camping-car, quand il a été conçu, le moteur le plus puissant, c'était peut-être que 127 chevaux. Et que 127 chevaux, quand c'est vide, ça va, mais quand on roule avec 3,5 tonnes, c'est peut-être un peu limite. Alors peut-être que d'avoir un peu plus de puissance, il n'y avait peut-être pas le besoin quand ils ont créé ce moteur-là, mais aujourd'hui le besoin il est là. On peut reprogrammer un camping-car par exemple de 127 chevaux en le faisant passer à plus de 160 chevaux, sans forcément être un délinquant de la route, sans forcément griller des priorités ou faire des excès de vitesse. Je vois pas le souci, moi. Attirer et faire prendre conscience à tous les jeunes que rouler sans assurance, ça semble possible parce qu'encore une fois, elle ne vous est pas demandé avant de démarrer le moteur, mais c'est vraiment un risque infini et je voudrais vraiment profiter de l'occasion que vous me donnez, Monsieur Calvi, pour le redire à tous ceux qui nous écoutent et à leurs parents. Rouler sans assurance, ça peut entraîner des catastrophes dans une vie. Maître Comon l'a parfaitement exprimé tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle les chiffres. Plus de 30 000 personnes ont eu un accident impliquant un conducteur non assuré l'an dernier. C'est un fonds public donc qui les couvre avec une note à l'arrivée de 119 millions d'euros que nous payons tous. D'après mes informations, les assurances, notamment les mutuelles comme la Massif par exemple, ils vont déclarer un certain nombre de sinistres par an. À la fin de l'année, comme c'est une entreprise qui ne doit pas générer particulièrement des bénéfices, mais les bénéfices, comme c'est une entreprise mutuelle, sont reversés. C'est-à-dire que vous déclarez votre bris de glace, vous vous dites c'est cadeau pour la maison. Non, c'est pas vrai. Tous les dégâts sont pris une fois par an et ils regardent par rapport à l'argent qu'ils ont rentré par rapport à vos cotisations et ils réajustent. C'est pour ça que vous ne pouvez pas savoir à l'avance si votre montant d'assurance va monter. En fonction de la conjoncture, il peut descendre. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que l'expert, il détermine le préjudice, il paye. À la fin de l'année,
On prend l'argent qui a été donné, on prend l'argent que ça a coûté les dégâts, et puis c'est réévalué. C'est comme ça que ça fonctionne une assurance, notamment les assurances mutualistes de type MAF, Massif. C'est pas évident, voilà, j'avais dit que je m'engagerais, je m'engage quand même pas mal parce que c'est pas évident de dire que la reprogrammation, on est pour. Effectivement, les entreprises ont tout à fait le droit de reprogrammer la voiture. Si vous reprogrammez votre voiture, vous êtes tenu de prévenir l'assurance et passer votre voiture aux mines pour qu'elle soit en règle et que vous ayez une nouvelle carte grise. Ça, c'est la théorie. Surtout, si vous avez un véhicule reprogrammé, bien sûr, conduisez prudemment, entretenez votre voiture, respectez votre moteur. J'espère que ça vous a éclairé sur le sujet de la programmation, notamment par tout ce qui est par loi et tout ce qu'il y a autour. Je pense qu'il y a d'autres problèmes à régler lors d'un accident que de savoir si la voiture a été reprogrammée et de se poser la question s'il y a vraiment eu un impact ou pas. Je pense que bien souvent dans un accident, le responsable est facilement mis en avant. Je sais qu'il y a des gens que je ne pourrais pas leur changer d'avis, c'est logique, c'est la loi et heureusement qu'ils sont comme ça. Heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec la loi de manière générale. Déjà, ça permet pour que les gens reprogrammés qu'ils soient beaucoup moins éveillés des soupçons auprès de l'État ou de choses comme ça. Donc je remercie tous les gens qui eux sont fermés et resteront dans la loi carré et tout, même si j'ai parfois des doutes entre la volonté et la réalité. J'ai moi-même acheté une voiture à des gens qui sont très carrés et pourtant il s'avère que la voiture n'est pas légalement correct, on va dire, alors que c'est pas forcément la volonté. Pour les autres personnes qui sont encore un peu entre deux, je vous invite surtout à vous abonner, on continuera à reparler de reprogrammation. Vous pouvez donner bien sûr vos avis en commentaire. Ce que je vais faire, je vais noter dans le premier commentaire en dessous, je vais marquer pour ou contre. Alors je vous invite de manière anonyme, parce que c'est anonyme. Si vous êtes pour la reprogrammation, mettez un pouce en l'air au commentaire, uniquement en commentaire. Si vous êtes contre, à ce moment-là, vous n'avez rien à cacher. Ça veut dire que vous êtes tout simplement pour la loi. Marquez juste un commentaire contre et comme ça, moi, je pourrais avoir un peu une idée de ma communauté. Pour un pouce bleu sur le commentaire. Contre, marquez simplement contre. Vous avez le droit d'être contre, c'est tout à fait du côté de la loi. À bientôt. J'espère que le sujet vous intéresse. On parlera sûrement dans la prochaine vidéo des effets, de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien par rapport à la reprogrammation. J'espère que j'ai pas mal fait de m'engager un peu dans cette vidéo en donnant mes opinions. J'espère que vous serez respectueux en échange par rapport à tout ça. Je sais qu'il y a des choses qui sont pas forcément en accord avec la loi. Je sais qu'on ne respecte pas forcément la règle quand on fait la reprogrammation. Il y a des gens qui ne vont pas se mettre en conformité après. Plutôt que d'enterrer le sujet, je préfère qu'on en parle de manière intelligente. Voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les visionneurs!